Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, cette vidéo porte sur les portraits de Gertrude Stein par les artistes modernes. Je connaissais Gertrude Stein de nom et je savais qu'elle était associée à la modernité du XXe siècle, mais mes recherches m'ont permis d'en connaître davantage sur ce personnage vraiment hors du commun. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire d'introduire celui-ci en faisant quelques rappels historiques pour mieux replacer le contexte qui est celui du début du XXe siècle. Je profiterai de cette introduction pour évoquer quelques éléments biographiques concernant Gertrude Stein. Ce qu'il faut savoir, c'est que la seconde moitié du XIXe siècle a ouvert la voie à la modernité. Les recherches picturales impressionnistes ont permis aux artistes de se libérer des carcans académiques en libérant leurs touches. La peinture cézannienne va bouleverser la façon de percevoir l'espace pictural. Cézanne va en effet incontestablement influencer toute une génération de peintres à l'aube du XXe siècle. Matisse, lui aussi, dans sa radicalité stylistique, va initier un basculement dans l'art du début du siècle. Des expérimentations artistiques s'opèrent, des mouvements naissent. Un collectionnisme se met en place parallèlement à l'essor que connaît le marché de l'art. Paris est alors une capitale au cœur de ces innovations artistiques. La ville est un laboratoire où s'observe un monde de l'art qui est à cette époque en pleine effervescence. Quelques mots maintenant sur Gertrude Stein. Elle est issue d'une famille d'immigrés juifs allemands installés aux États-Unis. Elle naît en 1874 en Pennsylvanie et grandit en Californie. Dans un contexte familial privilégié, elle passe une partie de son enfance à voyager à travers l'Europe. Elle a deux frères aînés, Léo et Michael. Ce dernier s'occupera de la fratrie à la mort de leurs parents. Gertrude Stein était alors âgée de 14 ans. Elle étudie dans de prestigieuses universités américaines avant d'y mettre un terme pour rejoindre son frère à Paris. Ils vivent ensemble au 27 rue de Fleurus, dans le 6e arrondissement. Gertrude écrit et développe son œuvre littéraire à Paris. Léo Stein tombe amoureux des peintures de Cézanne qu'il commence à collectionner dès 1903. Il achète sa première œuvre de Cézanne chez le marchand d'art Ambroise Vollard. C'est d'ailleurs Léo qui initie sa sœur à la peinture, à l'art de collectionner. Petit à petit, à partir des années 1904-1905, ils constituent tous deux une collection de peintures qui rassemble les styles les plus novateurs de l'époque. Leur collection comprend des œuvres de Cézanne, de Matisse, de Picasso, de Renoir, de Gauguin, de Manguin et de Vallotton, pour ne citer que. Leur appartement rue de Fleurus devient alors une galerie qu'ils ouvrent à leurs amis et aux artistes tous les samedis. À titre d'exemple, l'adresse est visitée par Hemingway, Fitzgerald ou encore Apollinaire. C'est l'un des seuls endroits de la capitale où l'on peut voir de la peinture radicalement moderne. Le Luxembourg expose certes une peinture contemporaine, des artistes vivants, mais se cantonne à une peinture plus académique. C'est au contact de cette riche collection que les artistes, à l'instar de Picasso, vont trouver l'inspiration afin de créer de nouvelles façons de composer, de peindre. Picasso voit pour la première fois un Matisse chez Gertrude et Léo Stein. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur la vie de Gertrude Stein, mais j'ai décidé de parler de ces éléments tout au long de mon exposé. Je pense que cela permettra de mieux comprendre les portraits de Gertrude Stein. Ce qui va donc nous intéresser ici, ce sont les portraits de Gertrude Stein réalisés par les artistes modernes. Je suis contente de ce sujet car je trouve ce genre pictural particulièrement intéressant. Et c'est vrai que tout au long de ma licence, j'ai eu l'occasion de travailler sur cette thématique. Que ce soit les portraits à la Renaissance, les portraits maniéristes, des portraits à la basse époque hellénistique, les portraits au XVIIe siècle, etc. Le portrait est un formidable moyen de voir comment l'artiste représente l'homme à travers le temps et les époques. Ce genre permet aussi de rendre hommage à des personnages qui ont marqué leur époque. Qu'ils soient peints, dessinés, sculptés ou réalisés par le biais photographique, le portrait nous renseigne non seulement sur l'intention de l'artiste, mais aussi et surtout sur la physionomie et la psychologie de la personne portraiturée. On verra que tout au long de la période moderne, les artistes modernes ont eu à cœur de réaliser des portraits de Gertrude Stein. Cela en dit long sur l'influence qu'a eue cette femme sur l'art de son temps. La question à laquelle je tenterai de répondre tout au long de mon exposé sera la suivante. En quoi, au travers de ses portraits, Gertrude Stein a-t-elle été érigée comme un personnage incontournable de l'art moderne ? J'ai fait le choix de cette problématique car il me semblait nécessaire de montrer l'intention qu'il y avait derrière tous les portraits réalisés d'elle durant une période qui s'étend sur plusieurs décennies. Cela révèle l'importance de cette femme dans l'histoire de l'art moderne. Pour répondre à cette problématique, nous verrons d'abord que portraiturer Gertrude Stein devient une sorte d'exercice initiatique pour les artistes modernes,
Une seconde partie sera l'occasion de nous pencher sur les portraits photographiques de Gertrude Stein. Nous verrons ici que ces photographies, par leur aspect innovant, rendent hommage à un personnage hors du commun. Enfin, une dernière partie sera l'occasion de voir comment le portrait a réussi à monumentaliser Gertrude Stein en tant que personnage historique. Dans cette première partie, j'ai décidé de mettre en parallèle deux portraits de Gertrude Stein, réalisés respectivement par Picasso et par Vallotton, à la fois très proches et très différents. C'est la rencontre avec Picasso et le portrait qui en découle qui est le point de départ de mon développement. Le jeune peintre s'installe définitivement à Paris en avril 1904. Il connaît des débuts dits très difficiles malgré l'exposition de ses toiles chez Ambroise Vollard et chez Berthe Weil. Il rencontre Gertrude Stein en 1905 et de là naît une amitié qui durera toute leur vie. D'amie, elle se met à collectionner les œuvres de Picasso et les intègre à sa collection. Son frère et elle deviennent les mécènes du peintre espagnol de Montmartre. Grâce au Stein, Picasso bénéficie d'achats réguliers de toiles. Il l'encourage à poursuivre dans ses expérimentations artistiques. Le portrait de Gertrude par Picasso aurait nécessité 90 séances de pose. Tout en respectant la physionomie propre au modèle, Picasso a donné au visage des airs d'anciennes sculptures ibériques. Ce visage, traité à la manière d'un masque, dégage une certaine sévérité. On reconnaît la touche nerveuse et vigoureuse propre à Picasso. On observe des volumes saillants, des lignes franches, des ombres nettes. La palette réduite est composée d'ocre, de bistre et de gris. Avec ce portrait, le style de Picasso tend vers une manière plus dure, un style plus affirmé qui est annonciateur du cubisme qui naîtra 2 ans plus tard. Picasso joue avec les volumes, il modèle ce visage en projetant les arêtes nasales en avant. Ce portrait a été rapproché par sa troublante ressemblance à un autoportrait de Picasso, 2 portraits frères qui scellent leur amitié quasi fraternelle. Ce portrait de Gertrude Stein, réalisé par Picasso, a sans conteste été son tableau préféré de sa collection. Le portrait de Vallotton, bien qu'ayant été réalisé à la même époque, a connu une histoire très différente. On sait que Vallotton a vu le portrait fait de Gertrude Stein par Picasso. Il décida de produire à son tour un portrait de la collectionneuse dans son propre style. L'habit est quasiment le même, la pose est similaire, même la palette aux couleurs sourdes peut rapprocher les 2 toiles. La touche et le style diffèrent radicalement. Vallotton a plus de rigueur et de constance dans sa façon de peindre. Le travail est plus léché. Finalement, il coche toutes les cases d'un portrait, parfaite retranscription des volumes et des singularités du modèle, idéalisation de la personne portraiturée. Pourtant, ce portrait n'a pas été bien accueilli, ni par Gertrude Stein, ni au salon de 1907. En effet, on lui a reproché un manque d'élégance, voire une certaine vulgarité, une froideur. Édouard Vuillard, un ami de Vallotton, a même renommé le portrait « Madame Bertin », faisant un parallèle sans aucune ambiguïté avec le célèbre portrait réalisé par Ingres. J'irai même plus loin en rapprochant les 2 toiles du portrait aujourd'hui conservées au Louvre. Même cadrage, même composition pyramidale, palette similaire, habits sombres, corpulence massive des personnages, la parfaite retranscription de la psyché du modèle, même les mains aux doigts épais sont semblables. Les 2 artistes modernes s'inscrivent consciemment ou inconsciemment dans la lignée d'un artiste majeur du XIXe siècle, à savoir Jean-Auguste Dominique Ingres. Peut-être inspiré par le succès croissant de Picasso, expliqué en partie par sa proximité avec Gertrude Stein, bon nombre d'artistes modernes se sont lancés dans l'exercice de portraiturer la collectionneuse et mécène qui contribuait à faire croître la cote de ceux qu'elle collectionnait. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que tous ces artistes qui appartenaient à une même génération, plus ou moins, qu'ils aient été français ou étrangers, convergent à Paris et contribuent à l'essor de l'art moderne et à la formation de mouvements stylistiques sous-jacents. Picasso, l'espagnol, connu pour être à l'origine du cubisme, Vallotton, franco-suisse, appartient au mouvement impressionniste, nabi et symboliste, Lipchitz, russe, rejoint le mouvement cubiste et tend vers l'abstraction, Talcott, français, est affilié à l'école de Paris, Marcoussis, russe, a été impressionniste puis s'est tourné vers le cubisme, Tchelitchev, russe lui aussi, est qualifié de néo-romantique, Picabia, français, est un artiste dadaïste et surréaliste, Joe Davidson, sculpteur américain, a une formation traditionnelle aux beaux-arts et son art peut être qualifié de plus formel. Gertrude Stein a été peinte
sculptée, photographiée, dessinée par toute une génération d'artistes issus de cette nouvelle modernité du début du XXe siècle. Dans cette seconde partie, je vais m'attarder sur les portraits photographiques de Gertrude Stein réalisés par Man Ray et par Cecil Beaton. Il faut savoir que l'histoire du portrait photographique suit logiquement l'histoire de la photographie. Le procédé naît en France dans les années 1820 et il se développe durant une décennie. Le portrait photographique, quant à lui, se démocratise à partir du milieu du XIXe siècle. Nadar s'illustre pour ses portraits de personnages aussi célèbres que ses photographies elles-mêmes. La photographie a ébranlé le monde de l'art et ses défenseurs ont dû lutter pour faire reconnaître la photographie en tant qu'art à part entière. Pour l'anecdote, Baudelaire disait que, je cite, « l'industrie photographique était le refuge de tous les peintres manqués ». Ceci illustre bien le dédain suscité par cette nouvelle forme d'art. La photographie, comme la peinture, est elle aussi touchée par les modernismes au début du XXe siècle. Les photographes jouent avec les mises en scène, font poser leurs modèles comme pour une peinture ou une sculpture, jouent avec les décors, les lumières et travaillent leur composition. Man Ray, comme Gertrude Stein, est né en Pennsylvanie et est un immigré américain à Paris. Il photographie le tout Paris. Intellectuels, artistes et amis vont passer devant son objectif. Dans cette série de portraits en noir et blanc, la collectionneuse est plus âgée qu'au temps de son portrait réalisé par Picasso. Elle avait alors une trentaine d'années. Quand elle posa pour le peintre espagnol, devant l'objectif de Man Ray, elle a une cinquantaine d'années. Des changements sont à noter. Elle s'est coupé les cheveux depuis peu et affirme ainsi une masculinité assumée. Man Ray maîtrise parfaitement les effets de lumière dans ses portraits, le cadre est dépouillé, les habits sont modestes, la mise en scène est très sobre. Le travail de Cecil Beaton a une approche radicalement différente. Avec ses portraits de Gertrude Stein, on rentre davantage dans l'intimité de la protectrice des modernismes. Ce photographe britannique s'initie très tôt à la photographie, puisqu'en 1916, alors qu'il n'est âgé que de 12 ans, il découvre ce médium qui deviendra son art. Il est influencé par le monde du théâtre et on peut voir cette mise en scène théâtrale dans certaines de ses photographies. Il compose ses clichés comme des toiles et joue avec les décors, les situations, les habits, l'éclairage, les poses de ses modèles. Très tôt dans sa carrière de photographe, il montre un penchant pour l'art du portrait photographique. Son style qui lui est propre l'amène à devenir photographe de mode pour de prestigieux magazines comme Vogue et Harper's Bazaar. Sa renommée est telle qu'il devient photographe officiel de la cour d'Angleterre. Il a donc photographié les plus grands, Gertrude Stein y compris. J'ai fait le choix de recadrer ces clichés pour un format carré pour deux raisons. Une question purement esthétique d'abord, et aussi pour faire un parallèle que je trouve intéressant. Ces portraits très modernes, à la fois intimistes et savamment mis en scène, pourraient très bien correspondre aux photos que l'on pourrait mettre sur les réseaux sociaux. Leur esthétisme peut également se rapprocher des travaux photographiques plus contemporains, à l'instar de Peter Limberg ou d'Helmut Newton. Cecil Beaton nous présente dans ses compositions photographiques ce que Gertrude Stein a aimé toute sa vie, à savoir son fameux caniche blanc basket, l'écriture, ses peintures et plus particulièrement son portrait fait de Picasso qui ne la quittera pas jusqu'à la fin de sa vie, mais aussi et surtout sa femme Alice Toklas avec laquelle elle vécut de 1907 jusqu'à sa mort en 1946. Notons toutefois que Man Ray fut le premier à photographier ce couple de femmes dès les années 1920, encore un pas de plus vers la modernité.
Ces portraits ont été réalisés dans leur maison de Kulose dans l'Ain où Gertrude Stein, juive et homosexuelle, se réfugie durant l'occupation nazie. Ces clichés font aussi de Gertrude Stein le personnage principal de cette série photographique. Cette troisième partie est l'occasion de voir comment certains portraits comme cette sculpture de Gertrude Stein par Joe Davidson monumentalisent ce personnage central de l'art moderne. La statue en bronze, par l'aspect massif du personnage, rend hommage à la femme d'art et de lettres qu'a été Gertrude Stein tout au long de sa vie. Réalisée en 1922, la sculpture a été érigée en 1992 au Bryant Park de New York. Avoir une sculpture érigée à sa gloire dans l'espace public n'est-il pas le plus grand hommage qu'une personne puisse recevoir ? La monumentalisation de Gertrude Stein s'observe aussi de son vivant, puisqu'en effet, en 1933, comme les personnages les plus importants du moment, elle fait la couverture du prestigieux magazine Time. Enfin, peut-être la consécration suprême, Gertrude Stein, en plus d'avoir été consacrée de son vivant par les artistes modernes, elle est warholisée 33 ans après sa mort. Son portrait sérigraphié par Andy Warhol se retrouve dans la série des portraits de juifs du XXe siècle, aux côtés de ceux de Freud, d'Einstein et d'autres juifs ayant marqué le XXe siècle. Finalement, qu'est-ce qui transparaît de ces divers portraits ? On serait tenté de dire une certaine mégalomanie, un certain égocentrisme. Elle se voyait elle-même comme un génie. Elle s'est entourée des meilleurs artistes du début du XXe siècle et a su créer autour d'elle une nébuleuse artistique très prolifique. Visionnaire, elle a su voir le talent d'artistes qui par la suite connaîtront une renommée mondiale, à l'instar de son ami de toujours, Picasso. Gertrude Stein a résolument été un personnage moderne par son style de vie, inédit pour l'époque. Son collectionnisme visionnaire et son protectorat des arts les plus avant-gardistes du XXe siècle ont forgé son mythe. Les nombreux portraits d'elle sont révélateurs du respect qu'avaient les artistes de cette époque pour Gertrude Stein. C'était aussi peut-être une façon de s'attirer les faveurs d'une femme qui pouvait lancer une carrière artistique. Pablo Picasso aurait-il été Pablo Picasso sans cette rencontre avec Gertrude Stein ? Aurait-il connu le même succès ? Ce sont des questions que l'on peut se poser. En tout cas, ce portrait de 1905 lança une longue série de portraits de Gertrude Stein, mais c'est bien celui de Picasso qui a été son préféré et qui reste le plus connu encore aujourd'hui, comme beaucoup. Il est même devenu presque plus populaire que le modèle lui-même. C'est vrai que je connaissais Gertrude Stein uniquement au travers de ce portrait. Ce portrait qui ne l'a d'ailleurs jamais quitté, même lorsqu'elle quitte Paris durant la Seconde Guerre mondiale, le Picasso fait partie des 2 seuls tableaux qu'elle emporte avec elle. C'est le seul tableau qu'elle mentionne dans son testament. Elle demande expressément qu'il entre au Met Museum, le plus grand musée d'art états-unien à ses yeux. Encore un moyen supplémentaire de la faire entrer dans l'histoire, de la consacrer. Cela montre une fois de plus cet aspect mégalomane et narcissique de Miss Stein. Finalement, la modernité stylistique de tous ces portraits reflète tous parfaitement la modernité du modèle représenté, à savoir Gertrude Stein, une femme en avance sur son temps. Je souhaiterais terminer mon exposé par une citation de Cécile Debray, qui a été conservatrice au Centre Pompidou, citation que je trouve tout à fait pertinente. Je cite, « Elle disparaît en 1946 en ayant touché du doigt les formes les plus contemporaines de l'art de son temps. » Mon exposé se conclut avec quelques images d'archives de Gertrude Stein.
Je vous remercie de votre écoute et espère que cette vidéo vous aura plu. Et voici maintenant la bibliographie sur laquelle je me suis appuyée pour faire mes recherches.